Bonjour Victoria, Salut Thierry. comment ça va aujourd'hui lundi? Écoute, ça va bien, ça va très très bien parce que dans une semaine, petit break, ça fera beaucoup de bien. Oui, et oui, on vous l'annonce, c'est officiel, on tardait, on repoussait un petit peu la date, mais on va faire une pause estivale à l'issue de cette semaine. Du lundi au vendredi, on se retrouve tous les jours à 15 heures pour les lives de mi-juillet, hein, puisqu'on est quasiment à la moitié du mois. Mais on fait une pause, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas là, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas sur les réseaux. On va faire une pause pour ces lives. Je meuble un peu parce que normalement j'ai le magnéto pour vous inciter à ne pas oublier de participer au meilleur de la pub, mais voilà, ben, j'ai pas eu le temps de l'installer. Donc je vous rappelle que vous avez jusqu'au 7 août pour proposer vos projets à la cinquième édition du meilleur de la pub. Voilà, vous êtes plusieurs à nous poser la question comment ça marche et tout. Ben, c'est simple, vous allez sur lemeilleurdelapub.ch, vous allez dans Exact. soumettre un projet et vous suivez les instructions, c'est bête comme chou. Et on vous rappelle qu'en plus, vous avez droit à deux catégories pour le prix d'une seule. Donc, moi, je serais vous, je dis ça, je dis rien. Il faut que- Bon, on a notre invitée qui nous attend patiemment, qui est déjà toute souriante, et puis on est tout content d'avoir encore une femme à bord de Come in Mag Live. Je suis en minorité et c'est Ah, pour mon plus, déjà. voilà, c'est pour mon plus grand plaisir. De qui s'agit-il aujourd'hui, Victoria? Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Thaïsa Thierry Chavez, qui est fondatrice de la société e-coaching. Parce que, effectivement, bonjour Thaïsa, comment Bonjour, vas-tu? Ça fait ça va longtemps, super. ça fait Vous très faites? plaisir de te voir. Eh ben, la gestion de carrière, c'est important et c'est vrai qu'on a eu ces dernières semaines l'occasion de voir comment se portaient les agences, l'évolution aussi de certains responsables d'agences. Et puis aujourd'hui, un petit peu, voilà, ça nous concerne tous. Alors, est-ce qu'on peut dire en matière de coaching qu'il y a un avant et un après Covid? Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie. On a un long historique ensemble, Victoria et Thierry, surtout Victoria. Donc merci beaucoup. Et pour répondre à ta question, il y a un énorme avant et après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des questions qui revient, mais vraiment majoritairement pour les gens qui viennent me voir, notamment en coaching de carrière, c'est quel est le sens dans ce que je fais? D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent et où est-ce que je veux aller? Et les gens ne se posaient pas cette question avant, prenaient ça pour une lubie, pour un luxe même de se poser cette question. Et aujourd'hui, malgré la fragilité économique, ils ont envie de poser la question vers où je vais et quel est le sens en fait dans ma vie, dans tout ce que je fais. Et ces 8 heures ou plus que je passe quotidiennes à aller au travail, est-ce que je suis heureux? Et pareil, c'est des questions qui ne se posaient pas vraiment avant. On était plutôt est-ce que je suis performant, plutôt est-ce que je suis heureux? Mais est-ce que tu penses que c'est parce que ce virus nous ramène à notre fragilité d'être mortel, ou tout d'un coup on a l'impression que notre vie est plus courte, ou parce que où on a beaucoup vanté la transformation digitale en disant que on allait vers quelque chose d'un nouveau monde, quelque chose de très intéressant. Donc, on aurait pu imaginer qu'on accélérait dans ce monde-là, et donc il y aurait vraiment de nouvelles choses à faire. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette tension aussi forte, ce que tu peux ressentir? Alors, étant aussi dans tout ce qui est gestion du changement, je suis spécialisée et je travaille beaucoup là-dessus, que ce soit personnel ou professionnel ou au niveau même d'une organisation, il y a quelque chose qui est important dans le changement, c'est le sens d'urgence. Et le sens d'urgence, c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que pour toi, comme pour moi, comme pour Thierry, on va avoir des motivations différentes et puis même des choses qui vont nous faire avoir des prises de conscience qui, pour d'autres, ne vont pas du tout, en fait, être un motivateur ou un déclencheur d'action. Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il y a deux choses clés, si on peut dire. C'est que c'est la situation économique. C'est vrai qu'au niveau du contexte, on se dit comment je peux faire en fait pour avoir une vie épanouie, pour continuer à gagner en fait de l'argent. Peut-être pour certains même en disant je voudrais gagner un peu moins, mais je voudrais être plus heureux. Donc, il y a ce sens d'urgence-là de dire je veux faire quelque chose qui a du sens. Donc, avant, il y avait moins en fait cette sensation que les choses sont fragiles et il y a aussi un autre aspect qui est les gens se sont retrouvés, alors soit ceux qui étaient tout seuls chez eux, ils s'étaient retrouvés avec eux-mêmes. Et on est dans une vie qui est très active. Alors malgré toutes ces réunions qu'on peut avoir en ligne et autres, on a quand même cette solitude. Il y a beaucoup de gens qui ont pas mal souffert de ça, d'être isolés, même si en fonction des pays, c'était pas vraiment le même isolement. Mais malgré tout, on nous encourageait à nous distancer. Donc ça a un impact psychologique. Et ça nous oblige à faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent, qui est de se retrouver avec soi-même. Et ou se retrouver, pour certains, avec leur famille, pour ceux qui ont des enfants.
Et donc, retrouver un autre paradigme ou trouver un autre paradigme. Pour certains, ils n'ont jamais passé autant de temps avec leur famille que ces 3 derniers mois, ce qui est très malheureux d'ailleurs, de ne pas l'avoir fait avant. Donc, ils se questionnent leur paradigme passé. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Alors, en cette période de crise, on a l'impression que la remise en question, elle fait partie intégrante de la suite logique de tout ça. On se pose des questions, comme tu dis, on se retrouve. Est-ce que toi, tu constates un phénomène, une sorte de regain d'intérêt sur le coaching? Parce qu'on rappelle que le nom de ta structure, c'est Why, puisqu'effectivement, il faut prononcer le Y comme le pourquoi en anglais. Exactement. Est-ce que ce pourquoi, il t'apparaît comme étant plus souvent posé? Est-ce que tu vois un regain d'intérêt sur allez, je vais faire appel à une pro, je vais me faire coacher, je vais me remettre en question? Ou l'un dans l'autre, ça n'a rien changé, crise ou pas crise, par rapport à ce que tu as pu constater auparavant? Alors, je pense, c'est une excellente question. Merci pour ce why. Il y a beaucoup en fait de personnes qui, notamment au sein des entreprises, on va parler de la transformation digitale, avec aussi des personnes comme Simon Sinek, pour ceux qui le connaissent, qui dit Start with why, commencer avec le pourquoi. Et toujours dans cette quête de sens, c'est avant de se concentrer sur les moyens, se concentrer vraiment sur les objectifs, d'où je viens, encore une fois, où je suis, où je vais. Et pourquoi, et est-ce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus là-dedans? Je pense que ça, c'est vraiment en écho avec la première question. Il y a cette quête de sens parce que il y a ce centre d'urgence, mais au-delà de ça, c'est aussi, je pense, par rapport au coaching, l'envie d'être accompagné pour accélérer son potentiel. Alors, c'est quelque chose qui, voilà, un coach, c'est ça qu'il est censé faire. Il n'est pas censé limiter, il est censé étendre le champ des possibles. Et en parallèle de ça, il y a aussi le pouvoir créateur qu'on a, alors au sens spirituel ou pas, mais le pouvoir créateur, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai en fait comme ressources, comment j'ai identifié donc mes objectifs, ma mission de vie pour certains, et comment en fait ces différentes ressources que j'ai, alors ça peut être mon cerveau, ça peut être mon expérience, ça peut être des capacités physiques, c'est tout un ensemble qui nous rend uniques. Et via le coaching, on va pouvoir se poser les bonnes questions. Et notamment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent coach et qui ne sont pas certifiés, et qui pourtant sont bons, hein. Il ne faut pas forcément être certifié pour être bon. Néanmoins, le coaching a quelque chose de très particulier qui est le questionnement puissant. À savoir qu'on est vraiment dans des questions qui sont dans les challenges, dans les paradoxes, dans les contradictions, et on va aussi en entonnoir, c'est-à-dire qu'on part du plus large au plus étroit, et pas pour limiter les possibilités, mais pour dire voilà en fait ce que je veux vraiment, et voilà comment je pourrais l'atteindre. Et donc il y a un dernier aspect, je pense, qui attire beaucoup les gens, c'est un côté très pragmatique avec le coaching qu'on ne peut pas avoir en thérapie. En consulting, on est dans un rapport en fait descendant. Coaching, on est d'égal à égal et en partenariat. Donc, je pense que ça gagne et c'est de plus en plus reconnu auprès des personnes. Une culture du coaching et d'attitude coaching même qui est plus répandue. Lorsque nous avons parlé précédemment, avant cette interview, tu me disais que le mot peur est en train d'arriver très fortement. C'est un terme qui n'apparaissait pas avant. Ces gens qui aimeraient changer de profession ou changer de vie, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent le faire? Ils peuvent se permettre ce luxe? Alors, peut-être pour redonner un petit peu de contexte par rapport à notre discussion, donc j'interviens beaucoup en entreprise, mais aussi avec des personnes qui sont en transition, donc que ce soit le coaching exécutif ou du coaching de carrière ou du consulting en transformation digitale, leadership digital. Et pourquoi j'ai parlé de peur, c'est vraiment en fait cette peur de ne pas avoir assez de compétences. On est dans une ère digitale où tout s'est accéléré, on doit pouvoir démontrer en continu qu'on a les compétences, le savoir-faire, les connaissances, et ça crée en fait une frustration et une anxiété presque permanente parce qu'on est dans je ne sais pas, alors qu'on devrait avoir cette attitude de j'apprends et j'apprends en continu, qui est donc une des compétences du leader digital. Et la peur, elle est instillée de manière, ce que je te disais, consciente et inconsciente, parfois consciente et parfois inconsciente par les entreprises, parce qu'eux-mêmes, en fait, n'ont pas de notion de quelles sont les compétences les plus importantes. Parce que les compétences, encore une fois, sont les moyens pour les objectifs. Et donc, eux-mêmes n'ont pas pris ce recul. Donc, ça se retrouve dans les offres d'emploi,
où tu as des offres d'emploi à rallonge et il faut absolument tout maîtriser. Ça se retrouve avec des personnes qui ont pourtant 20, 30 ans de carrière et qui viennent me voir et qui me disent « Taïssa, je n'ai pas les compétences, j'ai besoin de faire un diplôme en digital ». Or, encore une fois, c'est en continu que ça fonctionne. Et dernière chose aussi, c'est le management par la peur. C'est si tu n'as pas ces compétences, si tu ne performes pas, si tu n'es pas bon en digital, tu vas perdre ta place pour des jeunes ou pour d'autres personnes qui sont plus formées. Et ça, c'est quelque chose qui est grave et qu'il faut pouvoir appréhender autrement. Alors justement, dans cette jungle d'intervenants, tu as parlé de coachs certifiés, d'autres qui s'essayent ou qui s'improvisent. Hein. Il y a vraiment un doux mélange. Comment on se démarque par rapport à ce qu'on propose? Comment toi, tu vends ton approche, étant donné qu'en plus est venu ce temps de la distanciation? On a vu qu'effectivement, ceux et celles qui étaient préparés, qui étaient déjà numériquement compatibles, s'en sont mieux sortis que les autres. À quoi ressemble ton travail quotidien de prospection? Comment tu l'opères pour justement convaincre ceux qui se posent des questions ou bien les employeurs qui ont besoin de tes services? D'accord. Alors, j'ai entendu deux questions. Une qui est comment en fait je vends mes services, comment je propose mes services, et l'autre qui est par rapport en fait comment je me distingue par rapport à la concurrence. Donc les deux vont de pair. C'est bien ça? Tu as Okay. très bien compris. C'est le job de la coach. Donc par rapport à la compétition, c'est vrai que bon, je pense que quand en fait on est coach, alors il y en a qui peuvent être que coach, mais je pense qu'avant en fait d'être que coach, parce qu'il y en a qui se présentent comme ça, comme je disais tout à l'heure, on est unique dans notre savoir-être et dans notre savoir-faire. Donc même ceux qui débutent, ils ont tout un passé derrière eux d'expérience personnelle, professionnelle, qui va faire qu'ils vont pouvoir l'utiliser pour comprendre les problématiques de leurs clients. Donc, et c'est ça en fait, quand même moi j'ai commencé, j'avais déjà une quinzaine, même plus d'années d'expérience professionnelle et on m'a dit mais t'es folle, tu vas faire coach, t'es beaucoup mieux que ça et parce qu'il y a cette image du coach qui est juste en fait une profession qui n'est pas en fait protégée et n'importe qui peut s'appeler coach. Donc je pense qu'avant même de dire juste je suis coach, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Et c'est la même question que je pose aux personnes que j'accompagne, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire et de quoi les gens ont besoin. Donc, pour répondre donc à ta deuxième question, c'est comment je prospecte, si je prospecte. Alors déjà, il y a une partie qui est une certaine, on va dire, légitimité par rapport à un domaine, qui est celle du digital pour moi. Il y a Women in Digital, il y a beaucoup de choses que j'ai fait. J'ai une vingtaine d'années de carrière, que ce soit dans le marketing et la communication. Et ça, en fait, me donne une expérience multisecteur, multitaille d'entreprise et multi-types de clients qui me permettent d'aborder le coaching avec toute mon expertise. Et pour finir, pour répondre à ta question aussi, comment je fais? Alors, j'ai beaucoup de présence en ligne, mais cette présence en ligne, elle ne vaut que, pour moi en tout cas, par l'authenticité de ce que je mets. Alors, je sais que c'est un mot qui est très utilisé, mais tout ce que je le poste avec cœur et avec alignement complet de ce que je suis. Je ne suis pas une personne différente ici avec vous, une personne dans la vraie vie. Alors parfois on doit l'être dans son milieu professionnel, mais je pense que vraiment ce qui est important, c'est de pouvoir, dans toute communication qu'on fait, avoir une idée un peu globale de quelle est la stratégie de contenu. Alors, je sais que c'est des grands mots pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais en gros c'est qu'est-ce que vous voulez raconter et pourquoi les gens échangeraient avec vous. Et troisième chose, c'est est-ce qu'on peut être sur un mode conversationnel plutôt que sur un mode je vous envoie l'info et puis vous vous débrouillez. Il faut dire aux gens qu'est-ce que vous attendez d'eux, qu'est-ce qu'ils vont gagner en fait dans le rapport, qu'est-ce que moi-même j'attends en fait de ça. Et puis dernière partie aussi, et c'est une stratégie authentique, hein, qui est vraiment de mettre le plus en avant possible d'autres personnes. Et par ça en fait, par ricochet, par réseau d'influence, et du coup les gens ils t'entendent. Et puis bien sûr être bon dans ce que tu fais, hein, au final. Voilà. Justement, tu n'es pas que coach. Et dans le réseau, tu as fondé il y a 6 ans le Women in Digital, le groupe Women in Digital Switzerland. Aujourd'hui, c'est 5000 femmes qui font partie de ce groupe. C'est très important parce que maintenant, 6 ans, tu donnes la main à d'autres pour pour gérer ce groupe, bien que tu y restes. Alors, la question des femmes, elle a été primordiale aussi pendant cette période du Covid. Alors, les femmes qui étaient déjà
plus digitalisées, qui travaillaient déjà de manière différente et qui étaient plus autonomes, elles ont peut-être moins souffert pendant cette période. Celles qui ont dû tout gérer, leur travail, apprendre des outils digitaux, ça a été plus difficile pour elles. Est-ce que ça aussi, parmi les contacts que tu as, ça a été une révélation, disons pour celles qui n'étaient pas digitales, d'arriver dans ce nouveau monde? Est-ce que ça leur a vraiment tout d'un coup amené à changer leur façon de voir leur monde du travail? Je pense que la réponse, elle est jamais simple. Et je vais parler de mon expérience et aussi de ce que j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux, de partage d'expériences d'autres personnes. Je pense que pour ceux qui étaient déjà dans le digital, comme vous deux, qui étaient déjà dans le télétravail, qui avaient une habitude alors d'être à la fois indépendant en état d'esprit, mais aussi voilà, avoir cet esprit d'équipe et puis avoir ces relations, ça s'est très bien passé. Après, il y a eu même pour cela, en fait, une overdose, pardon si j'utilise ce mot, d'écran, en fait, trop d'écran. Et à un moment donné, déjà, c'est pas bon, en fait, ne serait-ce que physiologiquement, d'être devant un écran. L'inactivité physique, on sait que l'activité physique emmène énormément, en fait, de choses dans la performance, dans la créativité. Et je pense que ce qu'il y a, que ce soit pour les personnes qui n'avaient pas l'habitude et celles qui avaient ou ceux qui avaient l'habitude, il y a une certaine passivité face à l'information. Et quand en fait on est face à des personnes en fait dans la vraie vie, il y a aussi toute l'importance du langage non verbal. Or là, là vous m'écoutez patiemment, mais quand on est dans une discussion, il se passe énormément de choses. 80% voire plus de l'échange se fait par le langage non verbal. Or vous voyez, là je suis là, vous voyez que le haut de mon corps, et il n'y a plus en fait ce rapport. Donc, je pense que ça a été difficile pour tout le monde par rapport à cet aspect-là. Et puis, pour ceux qui ne maîtrisaient pas les outils, ça a été un formidable accélérateur. Et je pense qu'ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils devraient avoir cette attitude de gratitude, justement, parce que nécessité fait loi. Ils ont dû le faire, ils n'avaient pas le choix. Et pour ceux qui restaient derrière, malheureusement, pour certains, ils ont même perdu leur emploi. J'ai entendu des histoires par rapport à ça parce qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter ou même ils n'étaient pas heureux dans cet échange que électronique. Mais on voit que le télétravail, beaucoup ne veulent pas revenir en entreprise. Ça va être une grande question. On voit en Suisse romande un peu plus, en Suisse alémanique alors beaucoup moins. Et comment est-ce qu'on arrive à faire partie d'un groupe, d'une entreprise si on n'y est pratiquement jamais? Ça aussi, on peut se sentir peut-être isolé. Ils ont moins fait partie d'un corps. Et puis en même temps, il y a un tel avantage de convenience life qui fait que peut-être on n'a pas envie de reprendre le train tous les jours. C'est tellement plus pratique aussi de travailler comme ça. Alors, comment est-ce que tu penses quel sera le bon mix demain? Et je pense vraiment, comme la phrase que je viens de dire, je ne sais pas si tu connaissais ça, mais nécessité fait loi. Ça veut dire qu'en fonction de comment va évoluer l'actualité, ça veut dire que tout le monde dit on ne va pas revenir au normal, on ne va pas revenir à ce qu'on avait avant, c'est un nouveau normal. Tout ça, c'est des grandes phrases parce qu'on a, en tant qu'être humain, une grande capacité d'adaptation, je pense. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on est des animaux sociaux. Donc, tu prends l'époque où il n'y avait pas Google et comment on recherchait l'information. Et je ne sais pas si tu as vu ces études, vous avez vu ces études où le cerveau a complètement changé la façon de mémoriser depuis qu'on a Internet. Ça veut dire qu'on n'utilise pas les mêmes zones cérébrales. Et ça, dans tous les cas, l'homme, la femme vont évoluer dans leur rapport professionnel. Donc, qu'est-ce que je pense qui est l'optimal? Moi, je privilégie vraiment les contacts physiques. Après, je suis, comme tout le monde, nécessité fait loi, obligée de faire avec ce qu'on me donne. Néanmoins, on entend effectivement beaucoup d'employés qui ont ce besoin d'avoir cet équilibre de vie familiale, professionnelle. Pour certains qui n'étaient qu'à la maison, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir, de revenir au travail. Donc, je pense que les employeurs vont avoir ce gros challenge, et même pour eux-mêmes, pour ce qu'ils ont vécu à la maison, de pouvoir se dire comment je peux avoir le bon mix. Et on en revient à quelque chose qu'on a évoqué, Victoria, qui est la confiance. La confiance, le micromanagement, la performance. Comment, en fait, en faisant moins d'heures, je peux être quand même beaucoup plus productif que ce que j'étais avant. Je veux dire, on n'est pas fait pour rester 8 heures de suite à travailler, à réfléchir. Donc, c'est des choses aussi qui, je l'espère, vont rester dans les têtes et vont poser les vraies questions je pense, à l'environnement professionnel. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Tout à fait, tout à fait. Et tu as raison.
Moi, j'ai On une doit question pas. pour pas éluder quand même ce que tu as réussi à monter, parce que c'est quand même assez fort, puisqu'on est tous les trois des humains de réseau, hein, si on pouvait utiliser cette appellation. C'est ce fameux réseau que tu as monté, c'était quoi l'impulsion de départ de réunir, de fédérer des femmes dans le numérique? La mission première de Women in Digital, c'était quoi? Alors, franchement, il y a une chose à dire par rapport à Women Jito. Après, donc, il y a les cofondatrices qui ont rejoint. On a monté l'organisation officiellement. Mais le tout premier impulse, c'est que je suis allée à Web Summit en Irlande et j'ai vu qu'il y avait très peu de femmes speakers. Et comme souvent, hein, je me pose des questions et je me suis posé la question pourquoi. Et cette question du pourquoi m'est restée. Et en fait, on a un certain mimétisme. Ça veut dire que moins on voit de femmes et plus on prend l'habitude qu'il n'y en a pas, celles en fait qui sont femmes se disent bah, de toute façon c'est normal que ce soit comme ça et tout en fait devient normal. Et une des problématiques que j'ai vues et la mission première de Women Digital a été d'avoir plus de femmes représentées dans un secteur où, alors on parle du marketing digital, mais même de manière plus large, où les femmes sont non seulement aussi compétentes que les hommes, mais ne sont pas représentées tant en nombre qu'en couverture, on va dire, média ou autre positive. Et un dernier aspect qui pour moi a été important, c'était que bah, moi je viens du Brésil, je suis franco-brésilienne, et j'ai vu en fait quelle est la richesse à chaque fois qu'on avait et de l'inclusion, la diversité, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les équipes professionnelles. Qu'à chaque fois qu'on avait plus de genres différents, de personnes d'origines différentes, on avait plus de richesse et plus de performance. Donc c'est vraiment ça en fait qui au départ a été le kick. Et puis après c'est pour ça que j'ai mentionné Victoria il y a peu, c'est que Victoria, j'ai parlé avec ça d'elle au tout départ. J'ai dit, écoute, Victoria, j'ai cette idée pour lancer ce groupe de femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, écoute, viens dans 2 semaines, j'ai une conférence. Tu vas présenter ton groupe. Alors que j'avais rien créé du tout. Donc, elle fait partie de ces femmes, tu vois, qui ont été un kick pour moi. Et moi, j'étais un kick pour d'autres. Et pareil, pour toutes celles, les 300 speakers qui sont venus pendant ces 6 années, elles ont été une motivation pour d'autres de se dire, je peux le faire, j'apprends, je veux partager et je veux continuer en fait à pousser quelque chose. Donc voilà. Mais c'est vrai que les femmes ont été peu présentes dans ce monde, je dirais, numérique au départ, quand il était très technologique, on parlait de web. À partir du moment où on est arrivé plutôt sur du digital, qui était plutôt du marketing, on a vu arriver plein de femmes. Et nous, on l'a vu aussi dans nos meilleurs du web. Tout d'un coup, la salle n'était pas remplie que de geeks, de nerds. Et on a commencé à avoir plein de femmes. Et c'est aussi important parce que, je veux dire, l'outil n'est pas la finalité. La finalité, c'est pour les entreprises, c'est toujours de proposer des produits ou des services et de les vendre. Et là, les femmes, leur travail qu'elles faisaient en marketing est exactement le même, simplement avec d'autres outils. Et souvent, au départ, la barrière était, comme tu disais, le problème de formation et le fait qu'elles ne connaissaient pas les termes. Et donc, il a fallu, alors, les plus jeunes sont arrivées parce qu'elles arrivaient déjà directement formées. Et puis aujourd'hui, il y a tout ce travail de transmission aujourd'hui qui aussi une forme d'inclusion, d'inclure les personnes qui n'ont pas été formées à cette technologie, mais qui, dans le fond, ont un savoir dans l'entreprise. Et donc, il faut réussir à vraiment à valoriser ça. Tu le disais précédemment, c'est pas parce qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas certains outils technologiques qu'on n'y connaît rien. Et ça, c'est clair. Aujourd'hui très important de confiance qu'on doit donner. Et on le voit rien que pour les lives aujourd'hui, on a beaucoup de mal à avoir des femmes parce que beaucoup disent non, moi, je n'aime pas parler. Alors ça, c'est un thème que tu as beaucoup traité. Et pourquoi est-ce que les femmes ne veulent pas parler? Ça, c'est vraiment quelque chose. Dieu sait qu'on serait super ravis de leur donner cette antenne, hein, parce qu'effectivement... ça, c'est pour faire. Moi, j'en ai... Quelle est la solution? Moi, je n'ose pas faire ça. Alors, tu vois, notamment avec Women Digital, ça a été l'approche. Donc, la question que je me suis posée, c'est pourquoi il n'y a pas plus de femmes? Il n'y a pas plus de femmes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes speakers. Et donc, en fait, moins tu vois de rôle modèle et moins, en fait, tu te dis que tu peux le faire. Donc, plus, en fait, on a cette approche qui est informelle, on a le partage de savoir et en plus qui est régulier, qui n'est pas on fait une grande conférence et puis c'est des keynote speakers. Non, c'est moi, Vanessa, c'est moi, Caroline, c'est moi...
Tania, qui vient partager mon expertise. Et beaucoup me disent oui, mais je suis pas sûre et autres. Et donc en fait à cette phrase-là, je dis un expert et notamment un expert digital qui dit qu'il sait tout. Ben, en fait celui-là, il faut s'en éloigner parce qu'en fait tu peux pas tout savoir. Il y a tellement de nouvelles choses qui sortent. Et vraiment, en fait, pareil pour les femmes, c'est cette idée, pour les hommes, c'est de prendre du recul par rapport à la technologie. Je dis souvent réfléchir en termes de compétences transférables. En fait, les principales, et on en a parlé aussi tout à l'heure, il y a notamment la maîtrise des données. Donc, il ne faut pas être un data scientist, je ne sais pas comment on dit en français, pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'une donnée. En fait, il n'y a personne qui demande à un manager dans une entreprise d'aller en fait traiter tous les tableaux, d'aller coder et autres. Et même là, tu peux apprendre le code et les rudimentaires les rudiments du code. Malgré ça, en fait, comme tu dis, moyens et objectifs ne sont pas les mêmes choses. Donc, par exemple, tu prends la maîtrise des données, qu'est-ce qui va être important? C'est connaître en fait tes objectifs. D'où tu viens, qu'est-ce que tu veux extraire, comment tu veux lire la donnée, quels sont les outils que tu as à disposition pour pouvoir lire ces données. Je veux dire, ça ne sert à rien de sortir une entreprise qui m'a contacté 1300 KPIs ou indicateurs clés. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc, comment on peut avoir plus de femmes? Je pense que tant les femmes comme les hommes, ils doivent commencer par déjà, c'est qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que j'aime. Et à partir de là, tu es beaucoup plus solide sur tes pieds pour pouvoir en fait t'exprimer. Voilà. Mais quand tu faisais référence au CV, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois les textes de ces CV, c'est juste hallucinant. On demande la roue, mais enfin, on demande des gens à savoir tellement de choses. Beaucoup de femmes qui déjà ont toujours le sentiment d'être un peu un imposteur, de n'être pas au niveau, elles sont complètement, je veux dire, complètement démoralisées quand elles voient ce genre de propositions. Parce qu'il n'y aurait pas une manière. Enfin, je veux dire que les entreprises arrivent avec des vraies demandes, quoi, et pas des trucs impossibles. Alors, bon, ça, je ne suis pas employeur dans ce sens. Après, je peux conseiller les entreprises et on en parle. Je pense que c'est une question d'état d'esprit et ce n'est pas aux entreprises de changer malheureusement parce que, en fait, le temps de latence, il est trop grand. Donc, je pense que c'est vraiment… Mais pareil pour les hommes. On dit que les femmes ne vont postuler que si elles ont entre 80 et 100% des compétences. Et souvent même 100% des compétences. Donc, déjà, elles s'enlèvent beaucoup d'opportunités alors que pour les hommes, c'est plutôt 60, voire 50% des compétences. Parce qu'ils se disent, ils réfléchissent en termes de compétences transférables, ils se disent, bon, de toute façon, il dit ça, mais voilà. Et pareil pour le salaire. Donc, changer cet état d'esprit-là permet déjà de changer beaucoup de choses. Il y a un deuxième point qui est tout ce qui est biais dans les annonces et qu'est-ce qu'on demande. Et beaucoup de ces jobs n'offrent aucune possibilité de flexibilité par rapport au travail. Alors, j'espère que ça va changer avec l'ère Covid, mais qui fait que beaucoup de femmes notamment, qui sont les chefs de famille, des chefs, on va dire, du foyer, qui s'occupent beaucoup des enfants, les tâches ménagères et en plus de jobs, ne peuvent pas avoir des jobs à 100%. Donc, on va voir qu'il y a il n'y a pas beaucoup de jobs à 80 ou à 60% qui, parfois, c'est un choix, parfois pas pour les femmes, qui fait qu'on va pouvoir faire aussi, on va pouvoir être un slasher, c'est mélanger dans son business model professionnel à la fois des jobs salariés et puis des jobs indépendants. Donc, pour répondre vraiment directement à ta question, j'ai pas en fait la solution pour que les entreprises changent. Je pense que c'est les personnes qui doivent aborder ça différemment, sachant que même en fait quand une annonce est publiée, il y a déjà très peu de chances pour que tu aies le job si tu n'as pas les contacts. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Je vais faire un peu de coaching auprès de notre audience. Vous êtes quelques-uns ou quelques-unes à faire des likes. Vous savez que vous avez le droit de poser vos questions. C'est un petit peu le but, le principe même des lives, c'est d'interagir. En tout cas, merci, ça nous fait plaisir. Et puis, je remercie encore celles et ceux qui partagent justement ces lives pour les regarder plus tard en replay. Pourquoi pas durant la pause estivale. Puis, je lance l'invitation à Taïssa de partager ce live auprès de ta grande communauté de femmes, de professionnels du numérique. Comme ça sera l'occasion de leur dire qu'ici, il y a de la place pour qu'elles puissent venir prendre le micro. Voilà, qu'elles viennent, on est prêts, on les attend. Bon, après la pause estivale, bien évidemment, mais c'est avec grand plaisir. Moi, j'ai plein de noms déjà. Alors ouais. On les prend. C'est très très bien. On arrive au terme de cette émission. On va te poser peut-être une dernière question. Elle est super terre à terre et pour avoir aussi, moi, fait appel à du coaching. Et oui, parce que de temps en temps, ça vaut la peine de faire, de temps en temps, même souvent,
de faire appel à une vision extérieure, quelle serait la toute première motivation, la toute première raison que tu servirais à quelqu'un qui se pose la question, qui hésite à, par exemple, faire appel à tes services en tant que coach pour justement avoir cet éclairage, ce point de vue, ce coup de main, je ne sais pas comment l'appeler, mais voilà, je le vois comme un regard extérieur. La toute première chose qui te vient en tête, c'est quoi pour le motiver à oser faire le pas? Tout simplement qu'ils peuvent avoir une séance que moi j'appelle une séance de travail, hein, parce que déjà au bout de même d'une séance de contact, que ce soit une demi-heure, 45 minutes, beaucoup de gens sont déjà dans des prises de conscience assez fortes. Et donc c'est sans engagement, donc ils peuvent me contacter et puis on parle et puis s'ils ont envie de continuer, on continue. Et puis dans tous les cas, c'est un cadeau qui s'offre et que moi aussi, j'apprends énormément dans l'échange. Donc voilà. Voilà, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire sur vos Google préférés. Taissa Thierry Chavez, je prononce juste. C'est juste, Oui, voilà. et puis mon site, c'est Voilà. Y-coaching avec un C-H-I-N-G à la fin, .ch. Mettra de toute façon. D'accord. Il y a un T, il y a il y a un T en trop. Ah oui. Ah, voilà. Tes services. Merci beaucoup pour ce moment de Merci partage. beaucoup. J'espère Merci que pour vos questions. voilà, puis j'espère que ça ouvrira des portes et des envies de changer à plus d'un et plus d'une surtout pour cette période difficile qu'on a, je pense, à continuer à vivre. Voilà. Et puis, pardon, une dernière chose, si les gens aussi veulent se connecter avec moi sur LinkedIn, je partage beaucoup de posts avec plein de conseils sur des choses dont j'ai parlé, par exemple, aujourd'hui. Donc, ils peuvent déjà les regarder et voir, se poser eux-mêmes ces questions, faire ces exercices pour eux-mêmes, et puis, pourquoi pas, effectivement, continuer le dialogue. Merci beaucoup. Excellent. Merci à toi. Puis, on va se Merci. dire à très, très bientôt. Puis, bonnes vacances, quelles qu'elles soient. Bonnes vacances, pareil aussi. Au revoir, merci. Ciao, ciao. Au revoir, salut. Salut, Teresa. Voilà, il est temps de clore ce premier live de la semaine. Très intéressant, très riche. On a même débordé. Je n'avais pas abordé cette question, hein, tu vois, comme quoi. C'est pas intéressant. Il y a tellement de thèmes, mon Dieu. Une vie n'y suffirait pas. Ça vaut la peine de se poser ces questions. En tout cas, vous savez maintenant comment et où adresser ces questions. Ça sera très facile pour vous. Vous n'avez plus d'excuses. On va se dire à demain. On a un programme, une petite idée de notre invité de demain, Victoria, ou on garde ça pour comme surprise? Dans la transformation digitale, entreprise, on vient, voilà. Non. D'accord. On ne lâche pas, c'est encore un autre aspect. Tu vas l'apprendre, tu vas découvrir. Très, très bien. Portez-vous bien, on se voit demain à 15h. Au revoir. Au revoir.